Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à l'Artistique. C'est une nouvelle session de l'Université de l'Océan aujourd'hui qui s'ouvre avec une conférence en parallèle de l'exposition qui fait partie de la Biennale des Arts et de l'Océan, qui est actuellement visible au Palais Lascaris, autour de la figure de Jean-Paul de Lascaris. Je vous invite, pour ceux qui n'y sont pas encore allés, à vous y rendre. Et vous avez justement, suite à cette conférence, une bonne occasion d'aller joindre le geste à l'écoute. Évidemment, la Biennale des Arts et de l'Océan est au cœur de la programmation que la ville de Nice a développée dans le cadre de l'accueil à Nice de la conférence des Nations Unies. Mais il y a aussi, en lien avec ces expositions, l'Université de l'Océan, donc, avec une centaine donc, de conférences, de rencontres, d'ateliers. Sachez que les conférences continuent jusqu'à la fin de l'année. Donc vous avez encore de quoi vous intéresser à la question des océans, que ce soit d'un point de vue scientifique, d'un point de vue historique, d'un point de vue urbanistique, d'un point de vue de la santé. Tous les champs ont été abordés dans le cadre de cette programmation. Donc vous retrouvez l'ensemble sur l'année-de-la-mer.nice.fr. Et pour le moment, je vous laisse aux mains d'Elsa Puaré, qui est directrice du Palais Lascaris, et de ses invités. Merci beaucoup. Merci Adèle pour cette présentation. Donc, bonjour à tous, je suis Elsa Puaré, la directrice du Palais Lascaris qui est situé au 15 rue Droite, dans le Vieux-Nice, pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne sais pas s'il y en a certains qui sont déjà allés au Palais Lascaris. Si, bon, bah parfait, ça vous parlera un petit peu mieux comme ça, parce qu'on va en parler bien évidemment. Donc tout d'abord, je tiens à remercier Emmanuelle Figuera, directrice de l'Artistique, pour son invitation aujourd'hui, Adèle Faustinien, qui est l'organisatrice, et ça a été un boulot énorme, donc je la félicite, de toute la programmation de l'université pour cette période bien chargée en lien avec l'Université de la mer et de l'océan et avec ce lien avec la Biennale des Arts également. Je remercie Franck Gallo, le régisseur de la salle de l'Artistique également, voilà, qui fait coucou, merci. Je remercie également Pascal Pérez, consul honoraire de Malte à Nice et dans la région. Je le remercie doublement pour tout son soutien. Il a énormément contribué à l'organisation de l'exposition au Palais Lascaris et c'est un soutien que je dirais sans faille aujourd'hui, donc merci beaucoup, toujours enthousiaste et plein d'idées. Donc je pense qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles choses. Je remercie aussi Laure Bornarel, qui est doctorante et qui nous a beaucoup aidés en tant que bénévole 2 mois au Palais Lascaris pour le montage de l'exposition et qui est aujourd'hui présente et qui prépare une thèse sur les chevaliers de Malte enterrés à la cathédrale Saint-Jean à La Valette. Voilà, et qui est donc une élève d'Anne Brogini, co-commissaire de l'exposition. Anne Brogini est professeure d'histoire moderne à l'Université Côte d'Azur, et Germain Buteau, qui est professeur en histoire médiévale et généalogiste à l'Université Côte d'Azur. Je n'ai pas dit tous les titres, mais je vais revenir dessus, c'est pour ça. Voilà. Donc merci à vous tous d'être présents. Je remercie aussi mon équipe. Je vois une petite partie de l'équipe au fond. Sans l'équipe du Palais Lascaris, sans les régisseurs, sans les chargés des collections, sans le médiateur, il n'y aurait pas d'exposition. Donc merci beaucoup, merci à eux. Ça a été un travail vraiment intense cette année de pouvoir réaliser cette très belle exposition qui est donc sur 2 étages pour ceux qui ne l'ont pas encore vue et qui présente plus de entre 190 et 210 œuvres si on compte nos collections. Donc c'est vraiment exceptionnel, avec de très beaux prêts. Je vais revenir dessus. Merci. Pardon. Merci. Je vais encore parler un tout petit peu. Après, je laisserai la parole à Anne et à Germain. Donc l'exposition a lieu jusqu'au 3 novembre 2025. Je vais revenir d'abord sur le Palais Lascaris. C'est un monument historique qui est aussi labellisé Musée de France. Monument historique depuis 1946, acheté par la ville en 1942. Voilà, donc c'est un palais baroque qui est très riche de décors.
que je vous invite à venir voir. Pareil, je vais passer un petit peu rapidement parce que je sais que mes collègues vont en parler un petit peu, mais surtout sur le contexte. En tout cas, au niveau architectural, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à venir voir. C'est le seul témoignage du baroque civil qu'on peut voir aujourd'hui dans la rue droite. À proximité, vous avez l'église du Jésus ainsi que la cathédrale Sainte-Réparate qui sont restaurées au moment de la construction du Palais Lascaris, un petit peu avant, dans le style baroque. Voilà, donc c'est vraiment très important. C'est un grand bâtiment, donc avec des grands décors où tout est fait pour montrer la puissance et le prestige de la famille Lascaris-Vintimi. Prestige sur lequel je ne vais pas revenir non plus parce que Germain va nous en parler longuement. Germain Buteau a réalisé un très grand travail sur toute la généalogie des Lascaris-Vintimi, la branche Lascaris-Vintimi. Il vous en parlera tout à l'heure. Et vraiment, ça a été un travail très précieux qui n'avait jamais été fait jusqu'à aujourd'hui. Ça a permis de corriger certaines erreurs qui avaient pu être faites et de mieux connaître aussi, notamment la place des époux, si je peux caricaturer un petit peu comme ça, dans la lignée Lascaris-Vintimi. Voilà, donc c'est très important pour nous. Aujourd'hui, vous pourrez découvrir ce qui, pour moi, manquait cruellement dans le Palais Lascaris, à savoir une salle consacrée à l'histoire des Lascaris-Vintimi, qui restera pérenne. Donc j'espère que ce sera clair pour vous et que vous apprécierez, mais je pense vraiment que ça manquait. Donc cette exposition s'inscrit dans le cadre de la biennale souhaitée par Monsieur le maire, Christian Estrosi, sur la mer et l'océan. Biennale des arts et de l'océan, tout exactement. La première biennale a eu lieu en 2013 autour de la figure d'Henri Matisse. En 2015, c'était la promenade des Anglais. En 2017, l'école de Nice. En 2019, le cinéma. En 2022, les fleurs. Et cette année, donc, la mer et l'océan. On travaille depuis mon arrivée à la direction en 2021. Anne Brogini est venue me voir avec ce projet d'exposition sur la figure de Jean-Paul Lascaris de Castellar. Pardon. Et on avait postulé à Nobiliam une étude qui nous a permis de financer au niveau européen le projet. Ça a été un gros travail, c'est 4 ans de travail en fait cette exposition. Au départ, elle devait porter que sur la figure de Jean-Paul Lascaris et un petit peu sur la chevalerie. Mais quand on a eu cette proposition de biennale, on s'est dit on ne peut pas passer à côté. Il faut absolument qu'on réalise une grande exposition qui montre tout le potentiel du Palais Lascaris également et de son histoire. Et je remercie donc ma direction, la Direction générale de la culture et du patrimoine, de m'avoir suivi, Hélène Jacquard, directrice de la coordination des musées, et Stéphane Morabito, qui nous ont suivis très rapidement sur ce projet. Et donc c'est une exposition plus grande, et on a du coup tiré le fil sur vraiment la place des chevaliers en Méditerranée. La Méditerranée les chevaliers en Méditerranée au XVIIe siècle, c'était vraiment très important. Voilà, donc c'est une partie de la Méditerranée, de cette utilisation de la mer aussi que vous pouvez découvrir dans l'exposition. Voilà. Donc c'est une exposition qui a été réalisée notamment avec le grand soutien de l'ambassade de Malte en France, donc l'ambassadeur Pierre Claivadius, que je remercie grandement, et le gouvernement maltais qui nous a permis d'avoir de très beaux prêts, des prêts exceptionnels pour cette exposition. Donc c'est une exposition, je disais, réalisée avec Anne Brogini, Germain Buteau et l'aide de Laure Bornarel qui a réalisé aussi quelques éléments, quelques textes pour l'exposition. Donc les thématiques abordées très grossièrement, c'est donc la Méditerranée au temps de Jean-Paul Lascaris de Castellar, les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, un focus sur leur histoire. On évoque forcément leur présence entre terre et mer, la mer Méditerranée avec les guerres d'escadre, leur carrière maritime également. Les hospitaliers, on parle des soins et de la médecine, de l'hospitalité. Il y a aussi une salle qui est consacrée à toute la carrière d'un chevalier, comment sa carrière est faite pour jusqu'à devenir grand maître, ou à l'inverse, les chevaliers qui choisissent une carrière plus religieuse, etc. Voilà. Donc tout ça, c'est expliqué dans l'exposition. Et il y a, donc, je vous l'ai dit, une salle consacrée à l'histoire de la famille Lascaris et une autre salle consacrée plus précisément à Jean-Paul Lascaris de Castellar et ce qu'il a fait notamment en tant que grand maître à Malte et à Nice aussi.
Et on parle bien évidemment, on ne peut pas parler que de Jean-Paul Lascaris, on parle bien évidemment des Niçois qui ont été chevaliers de Malte à la même période, donc avec des grandes familles comme les Dal Pozzo, les Caïs de Perla. Et les Grimaldi, on fait aussi un focus sur les Grimaldi, puisque les Grimaldi sont nos voisins et sont également encore aujourd'hui chevaliers de Malte, même si aujourd'hui les chevaliers de Malte, c'est vraiment une chevalerie, un ordre tourné vers l'hospitalité. Voilà, donc ça résume un petit peu notre exposition. On a inauguré l'exposition donc en présence de chevaliers de l'ordre de Malte, du vice-ministre des Affaires étrangères et du tourisme de Malte, Christopher Cutajar, Pierre Claivade-Juste, ambassadeur de Malte en France, Pascal Pérez, consul honoraire de Malte, et plusieurs autres personnalités que je remercie. Voilà, donc quelques traits remarquables que vous pouvez voir dans l'exposition. Il y a cette huile sur cuivre du musée de Besançon. On a aussi une très belle scène maritime de Jean-Paul Lascaris qui représente des galères et dont la 7e galère réalisée par Jean-Paul Lascaris, mais ça Anne vous en parlera, avec ces armoiries qui viennent du musée de Birgou, musée maritime de Birgou, un coffre de corsaire qui vient aussi du musée maritime de Birgou à Malte. Ça a été toute une aventure pour l'amener. Il est très lourd. On a de très beaux documents sur parchemin signés par Jean-Paul Lascaris lui-même. Une maquette de galère, des armes. On a reconstitué une petite armurerie, comme vous pouvez, alors vraiment petite par rapport à celle du Palais des Grands Maîtres de La Valette. Et une très belle proue que vous pouvez voir en bas à droite, qui est une proue de bateau génois de la fin du XVIe siècle qui vient des musées de Cannes. Dans le cadre de l'exposition, on a un catalogue qui est en train d'être édité, qui va bientôt sortir, et on a aussi fait commandé un film que vous pouvez découvrir dans l'exposition à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, si vous pouvez attendre un petit peu et revenir voir l'expo ou venir la découvrir, attendez la semaine prochaine, il y a une petite surprise du coup. Devenu chevalier, le temps était venu de prendre la mer et rejoindre Malte. Mon histoire avec l'île ne faisait que commencer. Je commençais comme simple commissaire au grain, contrôlant l'approvisionnement de l'île et la qualité des céréales importées. Bientôt, je gravissais rapidement les échelons. À la mort d'Antoine de Paul, grand maître de l'ordre des Chevaliers de Malte, nous organisâmes l'élection de son successeur. Il était temps pour moi d'accéder à la fonction suprême. Ainsi devenu grand maître de l'ordre des Chevaliers de Malte, je pouvais mettre à l'œuvre tous mes grands projets. Merci beaucoup, j'espère que ça vous donnera envie de venir la voir. En tout cas, vous allez en découvrir d'ores et déjà plus avec Anne Brogini, à qui je laisse la parole. Ah non, à Germain Buteau, pardon, en premier. Voilà, merci beaucoup, bonne conférence, merci. Bonjour, donc je vais essayer de présenter un peu la préhistoire de la famille Lascaris des comtes de Vintimille. Donc on connaît tous les armoiries qui décorent la salle d'entrée du palais, où on voit donc un écartelé avec l'aigle bicéphale des Lascaris, famille byzantine, et surtout, je
vais surtout parler de cette deuxième composante, hein, le chef d'or sur fond de gueule, des armoiries très simples qui sont celles des comtes de Vintimille. Et la famille Lascaris de Vintimille, c'est une famille originale parce que c'est une famille qu'on peut suivre pendant des siècles, du XIe au XIXe siècle, et pratiquement on peut établir la généalogie de toutes les générations de façon fiable. Et puis aussi, c'est une famille très ramifiée dans le pays niçois, mais au-delà du pays niçois, en Ligurie, en Sicile, en Provence, en Languedoc. Donc c'est très intéressant d'étudier cette famille. Alors je vais m'intéresser aux premières générations, au premier siècle de cette famille. Donc il faut remonter, s'intéresser au diocèse de Vintimille. Alors les comtes de Vintimille apparaissent milieu XIe siècle. La première mention, c'est 1039. C'est à peu près un siècle après l'apparition des comtes de Provence. Donc, et leur comté, donc, il comprend la ville de Vintimille, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, Tende et la Brigue. Donc c'est la Roya hein, qui fait l'axe structurant du comté de Vintimille. Alors la documentation pour le XIe siècle vient principalement du monastère de Lérins. L'acte de 1039, c'est les évêques de Gênes, mais après 1039, on a la mention des frères Othon et Conrad, là c'est en italien dans la diapo, qui donnent l'église Saint-Michel de Vintimille au monastère de Lérins. Donc cette église Saint-Michel de Vintimille, elle est conservée dans son état roman, sauf pour la façade. Vous voyez que la façade a été reconstruite à cause d'un tremblement de terre, mais pour le reste, hein, c'est globalement un édifice donc, du XIe siècle qui a été donné par les deux frères comtes de Vintimille au monastère de Lérins, et ça restera l'un des plus importants prieurés de Lérins, avec notamment comme possession Séborga, qui est connu après à l'époque moderne. Pardon Germain, je te coupe 2 secondes. Voilà, donc vous pourrez voir ce document, l'original, dans l'exposition qui nous a été prêtée par le Palais Princier de Monaco et qui est en parfait état. Voilà, merci. Donc il y a plusieurs documents, je voulais juste rajouter ça, dont, après j'arrête de te couper, voilà, dont Germain va parler, qui sont présentés dans l'exposition également. Voilà, ce document tiré des archives du Palais Princier. Au départ, c'était les archives de Lérins, mais au XVIIIe siècle, le prince de Monaco achète l'église Saint-Martin de Carnolès, et quand on achète une église, on récupère aussi les archives, dont ce vénérable parchemin de 1082, donc c'est Conrad, à la fin de sa vie, avec son épouse, Odile, fille de Laugier de Nice, qui donne l'église Saint-Martin de Carnolès à Lérins. Et ça va rester jusqu'au XVIIIe, quand le prince de Monaco achète l'église. On peut remarquer qu'il y a un notaire qui rédige, ce qui est très neuf parce que les notaires ils apparaissent un siècle plus tard en Provence. Là, dès 1082, dans le diocèse de Vintimille, il y a des notaires. Et vous voyez la signature, les ancêtres des signatures au bas du document, c'est propre au diocèse de Vintimille. Donc c'est un document très rare. C'est pratiquement l'un des seuls en original pour le XIe siècle. Alors, au XIIe siècle, la famille des comtes de Vintimille, donc c'est Auberto et ses 2 fils, rencontrent l'opposition des Génois, parce que c'est les Génois qui imposent leur autorité sur la région de Vintimille. Et le résultat, en fait, c'est que Auberto puis ses fils deviennent des vassaux de la ville de Gênes, dès 1140, 1157, 1177. Ce sont des vassaux qui ont l'obligation d'habiter à Gênes et d'épouser des Génoises. Donc c'est la façon pour la ville de Gênes de domestiquer les nobles, c'est de leur imposer un serment de fidélité et la résidence à Gênes, et d'être désormais des combattants au service de la ville de Gênes. Alors Gênes vient au secours des comtes de Vintimille parce que fin XIIe siècle, il y a une révolte des habitants de Vintimille. Et Othon II affronte à fin XIIe siècle une vraie guerre. On a des Dolceacqua qui est incendié, Sainte-Agnès, un de ses fils qui est fait prisonnier. Et finalement, après, les comtes de Vintimille vont se réfugier un peu dans le nord, c'est-à-dire Tende et la Brigue. Ils vont un peu abandonner Vintimille, qui va être du coup contrôlé par les Génois. Alors, au XIIIe siècle, on débute
une période où il y a beaucoup de ramifications. Et c'est ça qui fait la particularité de la famille, c'est que des branches qui naissent au XIIIe siècle peuvent durer jusqu'au XVIIIe ou XIXe siècle. C'est ça qui fait que les Vintimille, c'est une histoire européenne. Donc vous voyez donc en haut de l'écran Enrico qui a des descendants en Sicile qui vont être très importants. La famille Ventimiglia, donc toute l'histoire de Sicile du XIIIe au XVIIIe siècle, elle mentionne les Ventimiglia. La famille s'éteint en 1831 par la branche des princes de Belmont et leurs archives sont aujourd'hui à Palerme. Ils ont des documents qui remontent au XIIIe siècle. Donc il y a des descendants directs de ce Enrico. D'autre part, il y a des cousins de cette branche sicilienne qui restent en Ligurie et qui est dans le diocèse d'Albenga, pareillement du XIIIe au XVIIIe siècle. Et là, en revanche, c'est très difficile d'établir les généalogies, c'est difficile d'accès. Voilà leurs armoiries, il y a un lion avec une épée. Donc, alors ces familles, donc seigneurs de Cogno, Rigaud ou Marot, sont souvent apparentées ou mariées, font des alliances avec les Lascaris de Nice. On les voit du XIIIe au XVIIIe siècle, de temps en temps. Ils s'appellent uniquement de Vintimille. Jamais ils vont prendre le nom Lascaris. Ils restent Vintimille pendant toute leur histoire. Alors, on passe 2 générations. Vous voyez donc Manuel, qui était le seigneur de Dolceacqua, qui a 2 fils, Boniface et Georges. Et ces 2 fils vont traiter avec le comte de Provence en 1258. C'est Charles d'Anjou. Et c'est un traité fondamental, puisqu'ils abandonnent une large partie de leur fief à la Provence. Et ça va rester, c'est-à-dire que Sospel, Saorge, Breil, sur Roya, vont désormais, à partir de 1258, être des fiefs provençaux, une composante de la Provence. Donc ça, c'est un traité important. Alors la compensation, c'est qu'ils reçoivent des fiefs en Provence, d'accord ? Donc Georges, il s'implante du côté de la Rochette de Chanant, dans les Alpes de Haute-Provence, et la famille disparaît début 15e. En revanche, Boniface a une illustre descendance que vous devez connaître, c'est la famille de Vintimille pendant toute l'époque moderne, et j'ai choisi d'illustrer au temps de Louis XIV, Charles-François de Vintimille, des comtes de Marseille. Ils étaient apparentés au vicomte de Marseille, vicomte, avec le lion, et donc c'est une famille, les Vintimille à l'époque moderne, qui étaient reçus à la cour, ambassadeurs militaires, et donc qui descendent de ce seigneur de Dolceacqua, et qui sont donc des cousins lointains des Lascaris de Vintimille de Nice. D'accord ? Enfin, on approche, et là on va voir pourquoi il s'appelle Lascaris. Donc Guillaume Pierre ou Guglielmo Père en provençal, donc, lui va avoir une vie aventureuse, puisqu'il va être une sorte de mercenaire dans l'Empire byzantin. Donc, pour résumer les choses à grands traits, en 1204, l'Empire latin est créé, c'est-à-dire que les Francs, les Latins s'emparent de Constantinople et les Byzantins se réfugient et créent l'Empire de Nicée, qui est fondé par Théodore Ier Lascaris. Donc les Lascaris, c'est les empereurs de Nicée. Et Guillaume Pierre de Vintimille, au départ, c'est un mercenaire qui est envoyé pour combattre ces empereurs de Nicée. Et il est vaincu avec sa troupe en 1259, donc il est fait prisonnier. D'accord ? Et les événements se bousculent en Orient, puisque Théodore de Lascaris, lui, était mort en 1258, et il avait laissé un fils mineur, et il avait eu plusieurs filles, dont une fille qui est Eudoxia, ou Eulogia, ou Eudokia Lascaris. D'accord ? Et en 1261, Michel VIII, paléologue, destitue le fils mineur de Théodore de Lascaris et décide d'éliminer sa famille, éliminer entre guillemets. Et donc, il va marier Eudoxia Lascaris au prisonnier qu'il avait dans sa prison, qui est Guillaume Pierre
de Vintimille. Donc en 1261, le prisonnier Guillaume-Pierre de Vintimille est marié par l'empereur Michel Paléologue à Eudokia Lascaris, qui reçoit une forte dot et il rentre en Occident. Et c'est ça qui fait le lien assez improbable entre les Vintimille et les Lascaris. D'accord ? Donc on va y revenir, hein, mais c'est à partir de là, hein, les descendants de ce mariage qui vont prendre le nom de Lascaris. Enfin, Guillaume-Pierre a un frère qui, lui, va garder le nom de Vintimille et qui va alors faire un traité avec les comtes de Provence, mais qui ne va pas être appliqué. Il va vouloir déshériter ses fils, et puis ses fils vont récupérer l'héritage, et ça va être la naissance de la branche des seigneurs de Castellar et Gorbio. Alors Gorbio, c'était plus ancien que Castellar, et Castellar, c'est une fondation nouvelle, milieu XIIIe siècle. La première mention du village de Castellar, c'est 1258. D'accord ? Donc là, on a fait le tour, hein, sur les branches, en tout cas certaines branches. Alors, fin XIIIe, début XIVe siècle, ces différents comtes de Vintimille sont en conflit assez fréquent avec les comtes de Provence. C'est un conflit ouvert, hein, une vraie guerre. Les comtes de Provence s'emparent de la Brigue, s'emparent de Castellar, et c'est après un traité de paix de 1285 que les fiefs sont restitués. Donc au départ, ils ne veulent pas être soumis aux comtes de Provence. Et finalement, les fiefs sont restitués et on a deux lignées de vassaux du comte de Provence. Donc là, les seigneurs de Castellar et de Gorbio, qui s'appellent de Vintimille, et puis, vous le voyez ici, les descendants d'Eudokia Lascaris et de son mari, qui prennent le nom Lascaris, donc Jean ou Giovanni. Alors, j'ai laissé les noms en espagnol, parce qu'en fait, ils vont résider très souvent en Espagne. Ils sont tellement hostiles au comte de Provence qu'ils préfèrent être dans le camp des adversaires du comte de Provence. D'où leur nom un peu espagnol, hein, Don Juan, Don Rem. Voilà. Après, Jean Lascaris rentre en Provence et il a assez souvent, en tout cas ses descendants, en conflit. Hein, c'est des seigneurs assez turbulents. Alors, maintenant, on est au XIV-XVe siècle. Et là, vous voyez toujours les descendants, hein, du couple, hein, Eudoxia, Guillaume-Pierre, Lascaris. Et ce que vous observez, c'est qu'en fait, la famille va se diviser en deux blocs. Et cette division, elle va avoir lieu au moment où le comté de Nice va basculer sous le pouvoir savoyard. Donc vous savez, il y a une guerre civile en Provence en 1382-1388. La seconde maison d'Anjou veut s'imposer en Provence et les Niçois sont contre. Les Lascaris de Vintimille sont du côté de la seconde maison d'Anjou et sont les grands adversaires des Niçois. En 1388, Tende, la Brigue, ça fait partie des régions hostiles aux Niçois. D'accord ? Donc pour l'instant, hein, les Lascaris et les Vintimille ne sont pas du tout du côté des Niçois, ce sont les ennemis des Niçois. Mais les choses vont changer au XVe siècle, quand la famille des Lascaris va se scinder en deux. Il y a une branche aînée qui va prendre le titre de comte de Tende. Jusque-là, ils étaient seigneurs de Tende, et au XVe siècle, ils transforment leur seigneurie en comté. Ils s'appellent comte de Tende, donc il y a Antoine, Honorat dit le Grand et Jean-Antoine, et ils sont vassaux du comte de Provence. Pour être indépendants des Niçois, ils trouvent un protecteur qui est le comte de Provence, puis le roi de France, quand le roi de France succède au comté de Provence en 1481. Donc là, on a ceux qui contrôlent Tende et qui avaient cette grande forteresse. Hein, il reste très peu de ruines, hein, de cette forteresse du côté du cimetière de Tende, mais on avait cet énorme château des comtes de Tende, hein, qui date, disons, du XVe siècle. Et puis on a l'autre branche, donc leurs cousins, qui sont proprement des Lascaris, qui étaient seigneurs de la Brigue. Donc on a une scission, et à la Brigue, on a ce château, hein, bien conservé, qui est le symbole de la nouvelle dynastie des Lascaris de la Brigue. Et cette branche des Lascaris de la Brigue, elle est capitale pour l'histoire de Nice,
puisque c'est cette branche qui s'installe à Nice. D'accord ? Donc, l'installation à Nice, on la voit par des mariages. Donc là, j'ai cerclé Lucchino et Carlo Lascaris de la Brigue, épousent deux Niçoises qui ont des fiefs, et ils deviennent, du coup, vous voyez, seigneur de Dos-Frères, c'est la commune du Broc, et seigneur de Bonson et la Roquette du Var. D'accord ? Donc là, ils deviennent niçois. D'autre part, vous voyez que Carlo a une sœur, Hilaria, qui épouse un Vintimille de Castellar. Et ce mariage, si je le souligne, c'est ce mariage qui explique que les Vintimille de Castellar vont s'appeler Lascaris. D'accord ? Ils ne descendent pas du couple du XIIIe siècle, mais ils descendent d'Hilaria Lascaris. Sans ce mariage, les Vintimille Castellar n'auraient pas pu s'appeler Lascaris. D'accord ? C'est ça qui est un peu compliqué et qui n'est pas évident quand on essaye de se documenter rapidement sur les Lascaris de Nice. D'accord ? Alors, Carlo, le frère d'Hilaria, il est 4 fois ambassadeur de Nice en Savoie et il dirige aussi une galère vers Chypre. Donc, c'est aussi le premier Lascaris de la Brigue, le premier marin de la famille, donc mi-15e siècle. Donc, les Lascaris et la mer, ça commence avec Carlo qui quand même va à Chypre. Donc, c'est quand même une vraie aventure. Alors là, j'ai simplement renforcé l'idée que cette branche s'installe à Nice. Donc, vous voyez, Ludovico, il a une fille, Filippona. Il a épousé alors une famille niçoise qui s'appelle Sardina, qui a donné un évêque. Et Filippona, on a son contrat de mariage, sa dot, c'est des propriétés à Nice. D'accord ? Et Ludovico, il s'intitule citoyen de Nice. D'accord ? Donc là, c'est prouvé. Et d'autre part, il y a 2 autres mariages avec des nobles niçoises d'origine de Gênes, les Posana. D'accord ? Donc ça, c'était peu connu, mais ça montre que les Lascaris de la Brigue s'installent à Nice milieu 15e siècle. Et voilà. Et ils ont fait en fait le trajet que vont suivre les Vintimille de Castellar. D'accord ? Alors, vous en rappelez peut-être, les Vintimille de Castellar sont des cousins des Lascaris. Au départ, ils ne s'appellent pas Lascaris. D'accord ? Donc, ils sont seigneurs de Gorbio et de Castellar. Milieu 15e siècle, vous voyez, Guido, début 15e siècle, épouse Marguerite de Grasse. Donc, il a un gros patrimoine de fiefs. Et ces fiefs sont tellement importants qu'il les partage entre ses 3 fils, qui donnent 3 branches des Vintimille, donc les seigneurs de Châteauneuf-Grasse, les seigneurs de Gorbio, et ceux qui nous intéressent, vous voyez, c'est qu'une des 3, c'est ce Guglielmo, seigneur de Castellar, qui épouse Hilaria Lascaris de la Brigue, que j'ai mentionné. D'accord ? Et tous les Lascaris Vintimille de Castellar descendent de ce mariage. D'accord ? Début 15e siècle. Alors, vous voyez, Guglielmo, il va avoir 2 fils, et après je m'arrête là pratiquement au niveau de la ramification, 2 fils, Bartolomeo et Antonio, qui eux-mêmes vont se ramifier, pas à l'infini, mais de façon quand même très marquante. C'est pour dire que, en se ramifiant, ils s'installent à Nice et ils épousent des nobles niçois ou des familles bourgeoises. D'accord ? Donc vous voyez ici Bartolomeo Lascaris, il a un fils, Louis, qui épouse Françoise Flotte. Alors le nom peut sembler quelconque, mais quand on étudie la noblesse et l'ordre de l'hôpital, les Flottes sont présents au XIVe, au XVe, au XVIe, et de façon spectaculaire. Vous voyez, François Flotte, dans la généalogie, il a construit le prieuré de Toulouse, qui est présent à Rhodes. On voit ces armoiries, qui est une sorte de mouton cabré. Et donc sa famille des Flottes de Nice est présente à Rhodes par ses armoiries. Et ce François Flotte, il a un frère qui est Honorat, qui est syndic de Nice, un neveu qui est docteur en droit, Jean Flotte, et une petite fille, Françoise Flotte, qui épouse un Lascaris. D'accord ? Vous voyez comment la famille Lascaris profite de ces mariages, ici avec la famille Flotte de Nice. Alors,
la famille, les ancêtres directs de Jean-Paul Lascaris, c'est la branche d'Antonio Lascaris. D'accord ? Et de même, on voit qu'Antonio Lascaris épouse une noble niçoise, Philippa Bada. Hein. Les Bada, c'est une vieille famille de Nice du XIIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, hein, jusqu'au XVIIe siècle. Donc c'est des familles, vous voyez, petit à petit, ils deviennent une famille niçoise, alors qu'ils n'étaient pas du tout prédisposés à cela. Alors Honora Lascaris fait son testament en 1508, qu'on a conservé, et dans son testament, il se dit citoyen de Nice, et il veut être enterré dans la cathédrale, à l'époque, sur la colline du château. Donc vous voyez, il reste co-seigneur de Castellar, mais il se partage entre Castellar et Nice, et là, il veut être enterré à Nice. Et il y a ce statut de citoyen de Nice. Là, vous voyez un peu l'écriture du début XVIe siècle, et il est enterré dans la cathédrale, hein, dans la chapelle. Alors, son fils, c'est Gaspard, et alors, bizarrement, comme archive qu'on a pour lui, qui est notable, c'est la destruction de sa tour et de sa maison qu'il avait sur la colline du château, c'est-à-dire la ville haute. En 1538, la ville haute est détruite pour augmenter la fortification, pour que ça soit uniquement un château, et on a ces documents très intéressants, c'est l'estimation à la valeur près des matériaux de chaque maison. Et donc on voit que Gaspard Lascaris, en 1538, il est dédommagé de la destruction de sa maison, il reçoit 2553 florins, et il s'implante dans la ville basse, c'est-à-dire dans la rue droite, où plus tard ses ancêtres vont construire le palais Lascaris. Donc là on apprend qu'au départ ils étaient sur la colline du château, la ville haute. 1538, les Lascaris, comme tout le monde, hein, ils sont obligés, vont dans la ville basse. Et là, on a voilà, les ancêtres, hein, de Jean-Paul Lascaris. Alors, pour terminer, ici, vous avez la généalogie graphique élaborée vers 1645 par un généalogiste niçois, donc Giambattista Astria, qui est un jésuite, et qui a fait la généalogie en italien, qui est remplie d'erreurs avant 1500, mais à partir de 1500, d'Antonio et de Bartolomeo, c'est très précis. Il y a le nom de tous les enfants pratiquement. En revanche, il n'y a aucune date. Mais vous voyez, il y a le nom des garçons, des filles, et notamment même ceux qui sont religieux, qu'on connaît très mal souvent. Donc, s'il y a 2 religieuses à Turin, elles seront mentionnées. Donc là, vous avez le phénomène marquant, c'est la ramification à l'époque moderne. Vous voyez qu'au XVIe siècle, c'est uniquement les Lascaris de Castellar, hein. Ce n'est pas tous les autres que j'ai mentionnés avant. D'accord ? Donc vous voyez ce côté très touffu de la descendance de Bartolomeo et d'Antonio. C'est tellement compliqué qu'au XVIIIe siècle, les gestionnaires des fiefs du comté de Nice font un tableau, milieu XVIIIe siècle, où ils font une sorte de généalogie féodale. Donc vous voyez, d'Antonio et de Bartolomeo, ils mettent tous les descendants et les parts de fiefs de Castellar qu'ils possèdent. D'accord ? Avec les dates où ils font hommage. C'est depuis 1468 que Antonio et Bartolomeo ont fait hommage pour Castellar à la maison de Savoie. Donc Castellar, qui était indépendant jusque-là, devient un fief du comté de Nice, 1468. Et ça le reste jusqu'au XVIIIe siècle, aux mains de la même famille, des Vintimille, qui prennent le nom de Lascaris désormais. D'accord ? Et Stefano, hein, qu'on a vu ici, a aussi une descendance. Donc vous voyez que le fief de Castellar est extrêmement divisé. Et donc le paradoxe, c'est que Jean-Paul Lascaris est issu d'une famille qui s'était très affaiblie en quelque sorte par les divisions. C'était de modestes co-seigneurs de Castellar, établis à Nice. En revanche, ce qui est important, c'est ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire une prestigieuse origine, même si au niveau du train de vie, c'était quelqu'un qui avait une part presque infime de Castellar. Au niveau de l'origine, il descend effectivement des comtes de Vintimille et, par les femmes, Hilaria Lascaris, des Lascaris de Byzance. D'accord ? Et Jean-Paul Lascaris, en fait, c'est un peu une synthèse généalogique, puisqu'on a vu Antonio et Bartolomeo,
par son père, il descend d'Antonio, et par sa mère, de Bartolomeo. D'accord? Parce que là, vous avez son père, c'est Gianni Lascaris, et sa mère, c'est Françoise Lascaris. Donc, ce sont les deux branches qui se sont séparées et qui se réunissent, qui font alliance. D'accord? Et le fruit de cette alliance, c'est Jean-Paul Lascaris. Alors, son frère Gaspard, lui, voyez qu'il épouse simplement une fille de médecin non noble. Donc, la famille, elle aurait presque dû décliner au niveau de ses alliances, puisqu'elle avait une part de fief très faible. Mais justement, ce qu'on va voir avec Anne Brogini, c'est que Jean-Paul Lascaris va en fait inverser la tendance d'un émiettement du fief et d'un certain affaiblissement de la richesse. Il va entièrement inverser la tendance. Alors, Elsa a évoqué le premier qui a commencé les travaux du palais Lascaris, c'est Jean-Baptiste, son neveu, on a son testament. Et grâce à l'argent du grand maître, que ça va être évoqué par Anne, donc cette famille qui était assez modeste qu'au seigneur de Castellar va désormais remonter dans la hiérarchie nobiliaire, et tous les Lascaris, quelle que soit leur origine, du comté de Nice, vont profiter de ce succès et de cette renommée assez incroyable hein, de grand maître de l'ordre de l'hôpital. Voilà, pour cette évocation un peu compliquée, hein, mais le but était de montrer d'où vient ce nom de Lascaris des comtes de Vintimille qu'au seigneur de Castellar. Donc pour résumer, ce qui est contre-intuitif, hein, c'est que le nom est emprunté à partir du XVe siècle, mais au départ, il s'était uniquement, si on peut dire, comte de Vintimille. Et il s'associe au Lascaris. Alors je termine en disant que la branche aînée des comtes de Tende s'éteint très tôt. Je suis passé un peu vite, hein, mais vous avez vu, dès début XVIe siècle, il n'y a plus de mâles, et c'est une branche bâtarde des Savoie qui reprend le comté de Tende. Et il profite de l'extinction des comtes de Tende pour prendre le nom de Lascaris. On ne va plus leur contester cette appellation de Lascaris, vu que la branche aînée a disparu, il ne reste que les Lascaris de la Brigue, dont ils descendent par les femmes. Voilà pour la mise au point. Je vais prendre la suite. Rassurez-vous, ce sera moins généalogique et moins compliqué l'époque moderne que l'époque médiévale. C'est pour ça que j'ai fait moderne et pas médiévale. Alors, donc là, c'est une slide perdue de l'exposition qui a été en partie financée par l'Université Côte d'Azur et par son IDEX, son initiative d'excellence. Donc, on a, voilà, ce que cherchait tout à l'heure Elsa sur les diapos. Donc, voilà quelques images de l'exposition qu'on vous incite à aller voir. Ça, c'est Germain. Ah, ben d'accord, du coup, ça revient. Ah, mais je remonte ou... Je sais pas, c'est dans quel sens? C'est à droite? Voilà, ça c'est ma partie. Alors, moi, je vais vous parler de ces Lascaris de Castellar, seigneurs de Castellar, dont on sait tout maintenant, qui sont eh bien, très présents dans l'ordre de Malte. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord que l'ordre de Malte? L'ordre de Malte, eh bien, c'est un ordre religieux militaire. Il y a 3 ordres religieux militaires internationaux qui ont été créés au temps des croisades, dans le contexte des croisades, les Templiers, les Teutoniques et les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, que personne ne connaît, ou presque, parce que tout le monde connaît les Templiers en France et très peu les Hospitaliers. Donc, les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ont été créés à Jérusalem, ils ont défendu la Terre Sainte et ils quittent la Terre Sainte en 1291 quand les possessions de Terre Sainte tombent avec la chute de Saint-Jean d'Acre. Tous les ordres militaires sont chassés de Terre Sainte, c'est logique, et donc vos ordres vont repartir en Europe. Les Templiers s'installent en France majoritairement, parce qu'ils sont majoritairement français à cette époque, même s'ils sont internationaux. Les Teutoniques, principalement en Prusse,
c'est-à-dire tout ce qui est au niveau de l'Allemagne du Nord et la Pologne. Et les hospitaliers, eux, refusent de regagner l'Europe. Ils restent donc en Méditerranée, ayant d'abord un petit passage à Chypre, et puis, ne s'entendant pas trop avec les Lusignans, vont conquérir l'île de Rhodes. Donc, à partir du moment où ils sont à Rhodes, eh bien, ils sont appelés en 1310 les hospitaliers chevaliers de Rhodes, de 1310 à 1522. Et après, ils sont chassés de Rhodes par Soliman le Magnifique. Ils vont errer un petit moment, et Charles Quint, l'empereur Charles Quint, leur donne l'île de Malte, et ils s'installeront en Malte en 1530. Mais à partir de l'époque de Rhodes, donc au XIVe, XVe siècle, ils ont déjà pris vraiment toute leur structure, telle qu'on les connaît après à l'époque moderne, quand les alcaris sont à l'intérieur de l'ordre. Donc les hospitaliers sont un ordre dédié à Saint Jean-Baptiste. Leur objectif et leur vœu, ils prononcent 5 vœux. Le vœu d'hospitalité, qui est leur vœu premier, le vœu de guerre sainte, puisqu'ils sont un ordre religieux militaire pour défendre la Terre sainte, et puis les vœux monastiques, puisque ce sont des moines soldats, mais des moines, obéissance, chasteté et pauvreté. Les hospitaliers sont le seul ordre international à avoir 2 habits, un habit de prière et d'hospitalité noir avec la croix, la fameuse croix maltaise à 8 pointes blanches, et un habit de guerre, qui est un habit rouge avec la croix latine. Alors, vous voyez là un hospitalier de Rhodes, au tout début du XVIe siècle, on est autour de 1510, avec les fortifications de Rhodes et votre hospitalier qui est en prière. Et vous allez observer que progressivement, cette croix ne va cesser de s'élargir. En élargissant la croix, il montre à quel point ils sont nobles et importants. Donc, on a là des représentations de ces hospitaliers. Là, vous avez le grand maître d'Aubusson, hein, le maître de l'ordre à Rhodes, autour de 1480, avec ses chevaliers. Vous voyez les chevaliers avec la grande croix blanche. Et là, vous avez un portrait fait par Caravage du grand maître à l'œuvre de Vignacourt en 1608, avec cette splendide peinture. Et vous avez l'œil attiré avec ce clair-obscur typique de Caravage, l'œil attiré par cette gigantesque croix blanche, symbole de pureté, symbole de noblesse, symbole de l'activité des hospitaliers. On les retrouve là en habit de guerre, toujours le grand maître d'Aubusson, qui tient le bâton de commandement et qui a sa soubre-veste rouge à croix blanche. Et ici, mon préféré, le grand maître Jean de la Valette, Parisot, celui qui a soutenu le siège de Malte en 1565 et qui fait construire la cité de la Valette juste après. Voilà à quoi ressemblent nos hospitaliers. Donc, les hospitaliers sont de 3 sortes. Vous avez les nobles, qui sont les chevaliers, qui appartiennent aux familles aristocratiques, surtout à l'époque où ils sont à Malte. C'est vraiment la fine fleur de l'aristocratie européenne qui entre comme chevalier de Malte, fin de chevalier de Rhodes et chevalier de Malte, et qui ont la grande croix sur la poitrine. Les voilà. Vous avez également les servants d'armes qu'on appelle au Moyen-Âge les sergents d'armes, et le terme change à l'époque moderne, au XVIe siècle, on les appelle les servants, les frères servants. Donc évidemment, ceux-là ne sont pas nobles, on demande une enquête d'honorabilité, mais ils ne sont pas vraiment nobles. Ils n'ont pas sur eux la grande croix, et à l'époque de Malte, ils auront une petite croix seulement. Mais la grande croix, c'est le privilège des nobles de l'aristocratie. Et le chapelain, c'est la 3e catégorie, ce sont ceux qui disent la messe, puisque les moines ne peuvent pas dire la messe, ils ont donc besoin de prêtres. Ce sont parmi les hospitaliers des moines qui sont assimilés à des prêtres. Voilà l'organisation de l'ordre. L'ordre possède un couvent outre-mer, d'abord à Jérusalem, puis après à Rhodes, et ensuite à Malte. Et ce couvent est dirigé donc par le grand maître, entouré de ses conseillers qui constituent le grand conseil de l'ordre. Alors vous avez le conseil privé du grand maître, le grand conseil d'état de l'ordre, et donc ces 2 grands conseils gèrent les affaires du couvent. Et donc tout ce qui se passe en Europe, les possessions foncières européennes, tout ce qu'on appelle les commanderies, remontent et sont gérées également par le couvent à Malte. Alors pour entrer, comment entre-t-on dans l'ordre de Malte? Ce n'est pas si simple. Pour y entrer, les lascaris l'ont fait, il faut passer par une étape qui est une étape d'enquête de noblesse que l'on appelle les procès de noblesse. Ça ressemble à ça. Vous voyez que mes archives sont plus simples à lire à l'époque moderne. Donc on fournit toute une enquête, on fait toute une enquête et on fournit un arbre généalogique, surtout à partir du XVIe siècle. Donc comment ça se produit? Eh bien, un chef de famille se rend au chapitre provincial, parce que vous savez que l'ordre est un ordre international, donc il est divisé en différentes nations que l'on appelle des langues. Et nous, pour celle qui nous intéresse, pour l'Ascaris, c'est la fameuse langue de Provence qui va de Bordeaux jusqu'à Nice. Et cette langue de Provence de Bordeaux à Nice est divisée en 2 prieurés, des unités plus réduites. Le prieuré de Toulouse, qui a son siège à Toulouse, le prieuré de Saint-Gilles, qui avait initialement le siège à Saint-Gilles, puis qui a été déplacé à Arles. Donc comment fait-on? Quand on est
Lascaris et qu'on est à Castellar, eh bien, on va, le père de famille ou le frère aîné se rend à Arles, qu'on vient taper la toque au palais du chapitre provincial pour demander audience, et voilà, je présente mon fils, mon frère, pour entrer comme chevalier de Malte. Donc je présente un livret dans lequel il y a toutes les informations, et à ce moment-là, le chapitre provincial décide de désigner 2 commissaires et un notaire qui vont partir à travers la langue, à travers le prieuré, jusqu'aux alentours de Castellar, pour mener une enquête auprès des voisins nobles, pour savoir si, oui, tout ce qui était présenté dans le mémoire est bien valable. Cette enquête, elle est de 2 sortes. Elle est testimoniale ou par écrit. Alors, donc, ce qu'on appelle les preuves testimoniales, c'est-à-dire qu'on fait appel à des témoins que l'on interroge. On a 4 témoins officiels et 2 témoins secrets, parce qu'évidemment, les fraudes existent, les familles peuvent soudoyer certaines familles en disant « voilà, tu vas témoigner pour moi, oui, pas de problème, donc je te donne un peu d'argent ». Donc pour être sûr que l'enquête soit fiable, on interroge les témoins fournis par la famille, mais on interroge aussi secrètement 2 autres témoins dont la famille, normalement, n'a pas entendu parler, ne sait pas qu'ils vont être interrogés, et donc l'enquête est plus fiable. Donc on a le nom complet et la signature dans les témoins, on a tout sur les témoins, hein. Leur âge, leur seigneurie, leur charge, leurs revenus, les liens avec leur famille. Donc vous voyez là, déposition de noble François de Cabassol, etc. Sa signature, la signature. Et on a donc toutes les informations sur les témoins qui sont des amis, généralement des relations de la famille, même s'ils jurent leur grand Dieu qu'ils ne connaissent pas, enfin ils les connaissent mais qu'ils n'ont pas d'intérêt dans la famille. En fait, souvent, ils sont très associés. Et puis on a également, à partir de la fin du XVIe siècle, on exige des preuves écrites, parce que le témoignage ne suffit plus, on réclame des preuves écrites. Ces preuves écrites, c'est d'abord le baptistère, c'est-à-dire l'acte de baptême, que l'on va chercher dans l'église ou dont la famille a gardé une copie, et puis toutes des enquêtes sur le côté paternel et le côté maternel. C'est la particularité de l'ordre de Malte, c'est qu'il remonte du côté des femmes, alors qu'en France, à la même époque, pour aller, par exemple, à la cour de Versailles sous Louis XIV, il faut remonter à 200 ans de noblesse, mais côté paternel. L'ordre remonte moins loin dans la noblesse. À cette époque, on remonte à 116 ans, ça s'appelle le centenaire, mais on remonte des 2 côtés. C'est-à-dire qu'il faut la noblesse réelle, côté paternel et maternel, sur 4 générations. C'est énorme, en fait. Ça veut dire que le moindre mariage, vous voyez, à partir de la fin du XVe siècle et du XVIe siècle, on a vraiment un processus d'aristocratisation dans l'ordre de Malte qui fait qu'on ne peut plus épouser simplement une fille de roturier, même si elle est pleine d'argent. On ne peut plus non plus épouser une simple fille de noble de robe, d'anobli. Il faut vraiment attendre le centenaire pour qu'ensuite on puisse placer un chevalier. Donc ça exige vraiment de la noblesse du côté masculin comme du côté féminin. Voilà les arbres généalogiques qui sont fournis. À partir du XVIIe siècle, ils deviennent très nombreux dans les procès de noblesse. Cela date justement fin XVIIe. Ça, c'est un arbre des Grimaldi. Vous reconnaissez les armoiries. Et là, vous avez un arbre du XVIIIe siècle de la famille Renaud de Falicon, qui est une famille d'ici, de Falicon, hein, et qui donc a entré un chevalier dans l'ordre de Malte. Alors, nos Lascaris, Castellar et l'ordre de Malte, ils sont très présents dans l'ordre. On compte 19 chevaliers de la branche des Castellar, hein, entre 1500 et 1700. Ce qui est pas mal, c'est une bonne moyenne, hein, c'est déjà une bonne entrée. Ce que vous observez, c'est que dans les Lascaris, dans les différents Lascaris, vous avez essentiellement des Castellars qui sont placés. Les autres sont un peu moins présents, Dos Frères, Labrique, Gorbio, c'est surtout les Castellars qui ont placé des chevaliers de Malte. Et le fait d'avoir eu un grand maître incite d'autant plus à placer des chevaliers par la suite. Le grand maître va inciter au placement des cadets de la famille Lascaris. Évidemment que quand un grand maître est d'une nation, c'est-à-dire d'une langue et d'une certaine origine, il va faire entrer beaucoup plus facilement, il va dire aux familles, je vous aide à entrer, rentrez, c'est plus facile. Donc, effectivement, on a une augmentation très forte des Lascaris Castellar dans l'ordre de Malte à partir du XVIIe siècle. Alors, regardez donc les admissions. Ce qu'on observe, c'est que les admissions sont les plus importantes à partir du XVIe et surtout au XVIIe siècle, alors qu'au XVe et XVIIIe, il n'y en a pratiquement pas. Là, ce n'est pas exceptionnel pour les Lascaris, c'est commun à toutes les familles de Provence, de Bordeaux jusqu'à Nice. On a cette explosion des entrées dans l'ordre de Malte au XVIe, XVIIe siècle. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on a de plus en plus d'enfants et que des enfants mâles qui survivent. Vous savez que le taux de mortalité des enfants est très élevé à l'époque, mais néanmoins, à partir de la fin du XVIe et du XVIIe, il y a une amélioration quand même des conditions de vie. Et on a ces jeunes garçons dont on ne sait plus quoi faire, donc on les met dans l'ordre de Malte. Il y a aussi qu'auparavant, et vous l'avez vu sur ce que montrait Germain Buteau, quand on avait beaucoup de garçons, on subdivisait les seigneuries.
On a donc, dès qu'on pouvait, on subdivisait. Mais une fois qu'on a subdivisé en pagaille, on ne peut plus aller au-delà. On vit, comme il le dit, on vit sur des fiefs qui ne rapportent quasiment plus rien. Ils sont pauvres. Donc on ne peut plus continuer à subdiviser et à diviser les fiefs pour faire des seigneurs. Donc on est obligé d'empêcher ces cadets de se marier et d'avoir des descendances. Alors comment les en empêcher? Soit on les place dans l'église de manière classique, deviennent frères jésuites, pères jésuites, membres de l'église des carrières ecclésiastiques, ou bien on les place dans l'ordre de Malte. Pour les Provençaux, le placement dans l'ordre de Malte présente beaucoup d'intérêt. On place des cadets dans l'église et en même temps, on leur permet d'avoir une vie militaire et maritime en Méditerranée. Et la Méditerranée borde la Provence, donc on a vraiment un pied dedans. Donc entrer dans l'ordre de Malte, pour les Provençaux, c'est quelque chose d'assez facile et d'assez agréable. Alors, donc, notre généalogie, j'y reviens pas. C'était juste pour vous montrer le nombre de chevaliers. Sont en rouge les chevaliers. Donc, vous voyez, on commence en 1513. Hop, 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 hop. Et vous voyez la démultiplication des chevaliers à partir du grand maître Jean-Paul. Vous voyez qu'il y en a partout. Parce qu'effectivement, le fait de compter un grand maître incite d'autant plus à placer des chevaliers dans la langue de Provence et dans l'ordre de Malte. On se dit, en plus, on est à une époque où, dans la noblesse, on imagine... On croit sincèrement que les vertus se transmettent par le sang. Donc on redonne le prénom Jean-Paul. Vous voyez que le prénom Jean-Paul est très souvent donné. On donne Jean-Paul comme prénom pour que les vertus du grand maître triomphant se transmettent dans les petits-neveux, neveux, etc. Et puis on a tendance à placer dans l'ordre de Malte. Ça devient presque une tradition familiale. Alors notre grand maître, que voilà, comment est-il arrivé au sommet de sa carrière ? Eh bien déjà, donc on a vu ce que nous a dit Germain, et je passe vite, que les parents étaient mariés dans le même lignage. Vous voyez, les armoiries sont les mêmes, donc c'est une union très proche. Il entre dans l'ordre en 1583, à l'âge, 16 anni, on ne sait pas exactement, mais a priori, on entre dans l'ordre de Malte autour de 16-18 ans. Donc a priori, ce récit dit qu'il entre dans l'ordre de Malte à 16 ans. Une fois qu'il arrive à Malte, donc il fait toute la procédure du procès de noblesse, et puis il se rend à Malte. Il part à Malte, comme on l'a vu sur le petit film, et il arrive, il découvre, voilà ce qu'il découvre en arrivant à Malte, une ville, La Valette, qui a été construite par le grand maître qui a soutenu le siège, en face 2 autres cités, Birgou et Sangléa, et ça s'appelle le Grand Port de Malte. C'est là que toutes les activités se passent. Et notre chevalier, quand il débarque, se rend immédiatement à l'auberge de Provence. L'auberge de Provence, c'est la langue de Provence, c'est la plus prestigieuse de l'ordre de Malte, c'est celle qui compte quasiment le plus de chevaliers au XVIIe siècle. Donc quand il arrive à Malte, il n'est pas trop dépaysé, ça parle beaucoup provençal, et l'auberge est très peuplée. Donc il est accueilli, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez, comme c'est l'auberge la plus prestigieuse, comme c'est la langue la plus prestigieuse, elle est là toujours située à proximité de l'église conventuelle et du palais du grand maître. Donc l'église du couvent et le palais du grand maître. Donc voilà, l'auberge de Provence est là, l'église conventuelle, le palais du grand maître. Sur une photo actuelle, où ça se trouve, l'auberge de Provence, l'église, le palais du grand maître, sur la fameuse rue principale qui s'appelait Strada Reale à l'époque des chevaliers. Alors ces auberges, voilà la description, les 7 auberges où les chevaliers de chaque langue vivent sont magnifiquement bâties, surtout celle de Provence, dont la façade emprunte à ce que l'architecture a pu fournir de plus beau à celui qui en a donné les dessins. Les maisons même des particuliers, ils sont des petits palais en raccourci. Oui, on fait fortune quand même quand on est chevalier de Malte et on peut se construire des hôtels particuliers. Alors à quoi ressemble cette auberge de Provence ? La voilà. Donc c'est une façade qui en fait ne date pas de... Quand il arrive en 1583-84, Lascaris ne voit pas cette façade-là qui a été refaite au XVIIe. Elle est beaucoup plus neutre, beaucoup plus lisse. Mais elle est magnifique. Alors la façade, et voilà l'intérieur de l'auberge de Provence avec des décors maniéristes des années 1580. Donc voilà, c'est les salles d'apparat de la langue de Provence. Malheureusement, aujourd'hui, la langue de Provence héberge le musée d'archéologie de Malte national. Du coup, on ne peut plus trop voir la structure ancienne de l'auberge, mais c'était un grand rectangle avec un patio intérieur, avec une cour intérieure et un péristyle tout autour à la manière des palais romains de la fin du XVIe siècle. Alors notre chevalier, maintenant va faire profession, c'est-à-dire qu'il est admis et il devient officiellement frère de la langue de Provence. Donc voilà comment se présente la cérémonie. Je demande d'être reçu et admis dans la compagnie des frères de la sacrée religion servant à l'hôpital de Saint-Jean. Donc vous avez votre frère, là, le jeune futur frère, qui étend les mains devant le grand maître qui tient devant lui les statuts de l'ordre. Il jure sur les statuts d'obéir et d'être un bon chevalier.
On lui remet alors l'habit officiel avec la croix, vous voyez, son habit. La remise de l'habit, la privation de l'habit sont des cérémonies très importantes dans l'ordre de Malte. On vous prive de l'habit quand vous avez commis une grave faute, et c'est toujours des cérémonies. Et généralement, on vous le restitue. Hein. Donc, quand il y a la cérémonie de restitution de l'habit, c'est aussi très symbolique, comme la remise première de l'habit. Ensuite, il assiste à la messe, et il va baiser la main du grand maître, accompagné de son parrain, le chevalier qui lui avait donné l'habit. Oui, c'était le chevalier, pardon, pas le grand maître. Et puis, il est conduit dans l'auberge de la Langue. Alors là, c'est une cérémonie très intéressante. Donc, on le met à terre et vous avez un des plus anciens chevaliers. En fait, on prend le plus jeune et le plus ancien chevalier de la Langue. Et l'un lui donne du pain, du sel et l'autre un verre d'eau. Et c'est le symbole de son entrée dans la vie monastique, de la fin du monde. Il rentre dans la vie monastique, on le relève et après, il est accolé, embrassé par tous les frères de l'auberge désormais. Il est membre officiel de l'auberge de la Langue de Provence. Alors notre chevalier a fait tout ça, notre Jean-Paul de Lascaris-Castellar a passé par toutes ces étapes, et puis vous voyez, il suit un cursus honorum extrêmement varié et extrêmement enrichissant, hein, dont on a vu des extraits dans le film, dont je ne rentre pas dans les détails. Et la première obligation, maintenant qu'il est professe, qu'il est entré officiellement dans l'ordre, c'est d'accomplir ce qu'on appelle les caravanes. Les caravanes, ce sont des entreprises militaires et corsaires sur des galères. C'est un service obligatoire que doivent faire les chevaliers de Malte. Alors, à l'époque de Rhodes, il y avait 3 caravanes. À l'époque de Malte, 4. Ces caravanes, c'est un service de 6 mois et il y a 2 départs dans l'année, le 1er janvier, le 1er juillet. Tout le temps, tous les ans, 1er juillet, 1er janvier, on a les départs des caravanistes. Donc on fait l'inventaire complet dans l'ordre lors des chargés de compter le nombre de caravanistes par langue, par auberge, et on les en convoque. Et ils sont obligés de se plier à cet exercice. Une fois que vous avez fait vos 4 caravanes, donc 6 mois à chaque fois, donc vous avez 2 ans entiers de service en mer. Au bout de ces 2 ans de service en mer, vous pouvez continuer, vous vivez encore au couvent, et au bout de 5 ans de résidence au couvent, 4 caravanes, vous pouvez commencer à prétendre à être commandeur, c'est-à-dire avoir une commanderie. Les caravanes ne sont pas obligées d'être faites tout le temps, immédiatement. On peut les étaler dans le temps. Mais après, à partir du XVIIIe siècle, les statuts définissent que si on arrive autour de 50 ans, qu'on n'a toujours pas fini ces caravanes, bon, ben on perd l'habit, hein, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Ça se fait normalement quand on est jeune, le service en mer, et ces caravanes permettent de former vraiment à la mer des chevaliers parfaitement aguerris à la navigation, à l'art de la guerre sur mer, ce qui explique qu'au XVIIIe siècle, XVIIe et XVIIIe, beaucoup de chevaliers de Malte vont devenir des officiers sur les galères et sur les vaisseaux de la marine royale française. Quand Richelieu crée la marine royale dans les années 1630, il commence à faire appel à des chevaliers de Malte. On les voit apparaître et ils sont très nombreux au XVIIe, très nombreux au XVIIIe, parce qu'ils ont une pratique maritime que n'ont pas à l'époque les nobles du royaume de France, parce que vous savez que dans la marine royale, bien sûr, on est tributaire du fonctionnement de la société d'ordre, c'est-à-dire que seuls les nobles deviennent officiers, même si vous n'êtes pas fort, vous êtes quand même commandant de bateau. Donc nos hospitaliers, eux, ont une vraie capacité à naviguer et une stratégie maritime importante. Alors une fois qu'il a fait ses caravanes, qu'il a fait son ancienneté, il peut prétendre à l'administration des biens, c'est-à-dire des commanderies en Europe. Alors notre Lascaris-Castellar, il obtient plusieurs commanderies, et les commanderies, on les obtient par différentes voies. Soit par grâce magistrale, c'est-à-dire que le grand maître vous fait grâce parce que vous avez par exemple été très illustre lors d'un combat naval pendant vos caravanes, donc vous avez droit à une commanderie un peu en avance ou bien en cadeau. On peut les avoir également par échevissement, c'est-à-dire la commanderie vous échoit, c'est le terme ancien, par échevissement, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à un certain degré d'ancienneté, désormais vous avez droit à votre commanderie. Par échange, ils passent leur temps à ça d'ailleurs, cette commanderie ne me plaît plus, je l'échange avec un tel contre un autre, un morceau de commanderie, voilà. Par améliorissement, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre commanderie, si vous faites fructifier les biens de la commanderie, que vous rapportez de l'argent au couvent, l'ordre est quelqu'un qui tient bien ses comptes, vous rapportez de l'argent au couvent, c'est bien, vous obtenez une commanderie supérieure. Parce que la commanderie, c'est une exploitation foncière, et le bénéfice de la commanderie se divise en 3. Un tiers pour le couvent, pour financer les activités maritimes et militaires contre les musulmans, un tiers pour les œuvres de l'Église, sur place, et un tiers pour le commandeur, donc le chevalier. Donc vous comprenez bien que le chevalier a tout intérêt à faire fructifier la commanderie, parce que plus il augmente les revenus de la commanderie, plus il augmente sa propre part. Donc les chevaliers se montrent souvent des bons gestionnaires, et ils obtiennent par améliorissement, puisqu'ils ont amélioré leur commanderie, ils améliorent en ayant une commanderie encore plus riche, encore plus rémunératrice. Et puis par achat, et notamment Lascaris
pratique cela, il achète la commanderie de Lucéram, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors, avec tout cela, il est finalement élu grand maître, ce qui est le sommet de la carrière, bien sûr, après une élection dont on a vu qu'il fallait des représentants de chaque langue, qui élisent 3 personnes, qui élisent après 16 personnes, et ces 16 personnes, c'est pire que le conclave, ces 16 personnes élisent le grand maître. Généralement, il y a de grosses querelles entre les langues, parce qu'on essaie de faire gagner. C'est important d'avoir un grand maître, ça fait le triomphe d'une nation par rapport aux autres. Donc au XVIIe siècle, il y a quand même beaucoup de guerres entre la France et l'Espagne. Donc les langues françaises et espagnoles sont très opposées les unes aux autres et complotent beaucoup pour avoir des chevaliers qui deviennent grands maîtres. Malheureusement, on élit Jean-Paul de Lascaris Castellar, malheureusement pour les Espagnols. Tout le monde se dit, c'est un vieillard. Il a 75 ans. On est sûr qu'on est tranquille, il va mourir dans 2-3 ans et on sera bien, ce sera pour les Espagnols. Manque de chance, il va vivre jusqu'à 94 ans. Donc pendant 20 ans, 21 ans de magistère, les Espagnols sont persuadés qu'ils vont récupérer le magistère. Ben non, ça reste aux Provençaux pendant 21 ans. Et justement, la langue de Provence va obtenir beaucoup de choses sous le magistère de Lascaris. Ça, c'est l'église conventuelle. Je vous l'ai montré là en image parce qu'on la retrouve sur ce tableau que vous aurez au palais. Et où on voit les processions de chevaliers devant l'église conventuelle. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a Lascaris qui est là. Et c'est un tableau du milieu du XVIIe, donc il est agonisant quasiment, il est vieux. On voit bien qu'il est vraiment pas en forme. Mais enfin, il marche dans son habit d'hospitalité. Alors Lascaris, quand il a été grand maître, il a mené une politique vraiment de mise en fortification de l'île contre le danger musulman. Donc il fait construire des tours de guet que vous avez là. Il fait construire également le lazaret de Malte en 1643 pour prévenir du risque pesteux. C'est très important. Et ce lazaret va même développer le commerce dans l'île parce que les bateaux viennent, font la quarantaine, déposent des marchandises, repartent. Donc Malte devient vraiment une étape dans le commerce de beaucoup de Marseillais et de Provençaux notamment. Il fait bâtir également le quai Lascaris qui est le long des fortifications de Floriana en avant de la Valette. Donc là, vous avez la Valette, là, vous avez les fortifications de Floriana. Et le long des fortifications, vous avez le quai Lascaris qui sert de débarcadère et d'entrepôt pour les marchandises et les marchands. Donc vous voyez qu'en fait, c'est un grand maître qui a vraiment contribué à l'ouverture de son île et au développement de son île. Et puis évidemment, il soutient son neveu, alors j'ai mis 1743, mais c'est 48, pardon, qui construit ce palais Lascaris à Nice. Lascaris a gardé beaucoup de contacts avec la noblesse niçoise, il favorise les entrées des chevaliers de Nice, et il est très lié à son neveu Jean-Baptiste, son neveu chéri, qui d'ailleurs viendra au couvent de Malte, à la fin du mois 1641, Jean-Baptiste, aimant très tendrement le bon vieillard. Vous voyez, il meurt bien après, et on l'appelle déjà le bon vieillard à cette date. Voilà. Et je vous ai dit, donc il achète la terre de Lucéram, qui est complètement ruinée, et il transforme cette terre en commanderie de l'ordre, mais alors subtil et intelligent. Il achète cette commanderie en disant que cette commanderie va servir à sa famille, tous les revenus reviendront à sa famille, lui d'abord, puis son neveu Jean-Baptiste, puis les enfants le fils de son neveu, sur trois propriétaires, 3 seigneurs, et une fois que le 3e meurt, la commanderie sera rattachée à l'ordre et les biens reviendront à l'ordre. Donc pendant un siècle, en fait, la commanderie de Lucéram rapporte à la famille des Lascaris Castellar. Donc ce que vous observez, c'est qu'on paye pour faire entrer un chevalier de Malte, et après les chevaliers de Malte remboursent en quelque sorte la famille, et en trouvant tous les moyens de leur donner de l'argent, soit en dotant les nièces, soit en favorisant les neveux, soit en achetant des biens dont les revenus leur reviennent. Et évidemment, on meurt tous, Lascaris aussi. Donc, il fait son dépropriement, c'est-à-dire il se dépouille de tous ses biens et il déclare qu'il veut être enterré dans la chapelle des grands maîtres, c'est-à-dire dans la crypte, la chapelle des grands maîtres, sous une pierre tombale. En réalité, il ne sera plus enterré dans la crypte. Donc voilà la cathédrale Saint-Jean. La crypte se trouve dessous, à cet endroit-là, sous le chœur. En réalité, Lascaris ne sera pas enterré dans la crypte, il va être enterré dans son mausolée, qui se trouve dans la chapelle de Provence, de la langue de Provence. Voilà le mausolée de Jean-Paul Lascaris Castellar. Vous remarquez son buste avec son visage, son épitaphe qui raconte les grands épisodes de sa vie, ses armoiries, écartelées bien sûr, et avec la couronne magistrale, et avec les armoiries de ceux qui ont sans doute financé le monument et qui sont membres ou affiliés à sa famille. Donc vous avez les De Mandols, vous avez les Lascaris et vous avez les Blacas-Carros, les armoiries des Blacas, donc les grandes familles d'ici qui étaient liées soit par union
matrimoniale, soit parce que des chevaliers étaient très proches du grand maître à Malte et ont financé le monument. Voilà, je vous invite à venir découvrir l'exposition. Pour juste dernier petit rappel, pour si vous êtes tous de la ville de Nice ou de la métropole, vous savez que vous avez accès au musée Nice de la ville de Nice, les 10 musées de la ville, gratuitement, en apportant un justificatif de domicile. On vous fait une carte qui dure 3 ans. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à venir nous voir et aussi à découvrir toutes les autres expositions créées dans le cadre de la Biennale des Arts et de l'Océan. Nous, on a aussi une exposition en parallèle d'une artiste niçoise, Anne-Laure Willet, qui est au rez-de-chaussée et qui investit aussi les Célestres, qui est une artiste installée à la station en art contemporain. Et mes collègues ont fait de merveilleuses expositions, musée Matisse, musée d'archéologie, musée de Terra Amata, musée Masséna, musée des Beaux-Arts, voilà, avec des artistes soit contemporains, niçois ou français, ou même internationaux dans l'espace public également dans le cadre de la Biennale. Et des expositions plus historiques. Nous, je crois qu'on est la plus historique, focus, très historique. Donc, c'était compliqué. Donc, je suis ravie du retour de Madame. Ça me fait plaisir. Je pense qu'on a peut-être réussi le challenge de rendre ça un peu plus sympathique, je dirais. Hein. Et à Masséna aussi, je vous invite à découvrir la très belle exposition du musée Masséna. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Une bonne fin de journée.